Quand tu ouvres une assurance vie pour tes enfants aujourd'hui, est-ce que tu veux investir dans les énergies fossiles ? Un vrai potentiel d'impact, et nous on ne va que sur des innovations qui, si elles deviennent mondiales, peuvent avoir un impact vraiment décisif sur les gaz à effet de serre. En fait, là, il manque le cash, donc il faut faire le pont. Juste sur le ralentissement de la transition du sujet, c'est pas, en fait, il n'y a pas vraiment de ralentissement. Les investissements dans la transition ont augmenté de 8% en 2025. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être nombreux. Toute enveloppe confondue, mais l'assurance vie, c'est l'immense majorité. On a collecté 150 millions. Salut Joseph, salut Arthur. Salut. Hello Guillaume. Trop cool de faire ce petit podcast plongeoir ensemble. J'ai trop de chance là. Je me retrouve au cœur des enjeux finances durables avec les pionniers. Non, ça fait trop plaisir. C'est la première fois que je fais un podcast comme ça avec deux personnes en même temps. Ah, du coup, c'est assez marrant parce que tu peux faire des petits jeux comme par exemple, tu vois, j'ai vu qu'il y avait 170 000 tonnes de CO2 économisées à deux. On est d'accord qu'il y a un peu plus de monde derrière. 250 millions d'euros investis dans des causes climatiques, écologiques. Donc trop cool. Et je suis trop content parce qu'il y a plein de sujets qu'on peut creuser ensemble sur ces sujets un peu greenwashing et finance. Et notamment un sujet ensuite que je trouve hyper intéressant à creuser, qui est une innovation. Là, vous avez lancé une assurance vie... Goodvest et FTP, vous allez nous en parler, c'est trop cool. On y va, c'est parti ? Bah ouais, merci pour l'accueil. Trop bien. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter un peu, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de monde vous connaît, mais pas tout le monde. Donc, largement pas. Peut-être, moi, encore moins qu'Arthur. Je sais pas. Mais ouais, Joseph, peut-être que tu peux commencer peut-être en 30 secondes à te présenter. Carrément. Donc moi, j'ai cofondé Goodvest il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour un particulier d'investir son argent de manière durable sans tomber dans le greenwashing qui est très présent en finance. Ouais, gros sujet. On ne sait pas forcément ce que notre épargne finance, et elle ne finance pas exactement des choses qu'on a envie de financer. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Goodvest, qui aujourd'hui est une plateforme de placement durable pour les particuliers, qui propose de l'assurance vie, des plans d'épargne retraite, des livrets, compatibles avec l'accord de Paris, qui exclut les énergies fossiles, et où l'épargnant peut voir directement sur son espace client l'impact de son épargne. Donc voilà, et aujourd'hui c'est plus de 15 000 épargnants et plus de 250 millions sous gestion. Ok, et grosse accélération récente, je crois, parce que c'est l'année dernière. Accélération infinie. Sky is the limit. Ok, trop sympa. Arthur, peut-être ? Eh ben ouais, moi j'aime bien dire que je suis un humain optimiste qui est passionné de nature, de sport et d'entrepreneuriat, et du coup je suis cofondateur de Team for the Planet. Et nous, notre mission, c'est d'aider des gens aussi à augmenter leur impact au quotidien, parce que un peu comme Joseph, la frustration de pas pouvoir sentir qu'on a vraiment pleinement les moyens d'avoir de l'impact, il y a quelques années de ça, entre cofondateurs. Et on a rencontré pas mal de scientifiques qui nous ont dit, mais en fait, il y a un levier d'accélération et d'impact qui est concret, que tout le monde peut actionner. C'est des innovations qui transforment des secteurs très polluants. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas déployées à grande échelle. Et la raison pour laquelle elles ne se déploient pas, c'est principalement qu'elles ne sont pas financées et qu'elles n'ont pas les bons outils. Et donc nous, avec Team for the Planet, c'est vraiment un mouvement que tout le monde peut rejoindre en devenant associé, actionnaire. Ça permet de financer ces innovations, de les sortir des labos, mais aussi de les aider à accélérer, parce qu'on leur trouve un super entrepreneur pour les déployer. Et après, on les aide à trouver des clients, des talents, à lever les blocages politiques, à se faire connaître. Donc c'est une espèce de grande équipe d'Avengers où tout le monde place un peu d'argent et aide au-delà de l'argent à faire en sorte que ces innovations, ça devienne vraiment des champions mondiaux pour décarboner, quoi. Trop bien. Et en fait, donc c'est marrant parce que vous abordez le sujet de manière hyper différente, mais si vous avez en commun le fait d'utiliser la finance, d'une certaine manière le capital pour faire changer les choses, c'est amené par deux méthodes très complémentaires, très différentes. Vous vous êtes rencontrés comment, tous les deux ? Bah écoute, je sais plus. J'ai l'impression d'être dans un truc de couple. C'est quand notre premier date, Joseph ? Écoute, je sais plus exactement quand, mais en tout cas, c'était pendant le Covid. A priori. Je me rappelle, ouais. Moi, je me souviens qu'on avait fait on avait participé à un webinaire. Tout début, en fait, parce que... Ah, mais on était tous les deux, les deux projets étaient vraiment les premiers mois, quoi. Okay. Ouais, exactement. Premier mois de Covid, confinement. Et je me souviens qu'on avait fait un webinaire pour Grenoble École de Management. Ah oui, c'est ça. Et donc, je sais pas si c'était la première fois ou pas, mais en tout cas, je me souviens qu'on avait fait... Du coup, on avait déjà fait cet exercice de parler à plusieurs dans le même podcast, même si c'était un webinaire. Et c'est marrant parce que quand même, le temps file. Hein. J'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, mais ouais, mais à je commence à dater cette histoire. Même si on regarde les photos de nos visages, je pense qu'on a un petit peu vieilli depuis. C'est clair. T'as la bonne réflexion de vieux, alors que là, pour le coup, vous n'êtes pas vraiment... Ça va. On est des anciens. On devait avoir des têtes d'enfants à l'époque, je pense. À l'époque, on commence à lâcher des... À l'époque, attention. Vous avez quel âge, là, tous les deux ? Moi, j'ai 32. 28.
Ouais, c'est énorme. Et du coup, c'est une question que j'avais, c'était un peu la notion de l'âge, parce que dans le sujet de la finance, tu te représentes tout de suite quelqu'un de vieux. Il y a un peu un côté légitimité par l'âge. Il y a un moment, je sais pas, où ça a été bloquant pour vous de démarrer jeune, quoi. Oh ben, enfin oui, moi je peux le dire, c'est très souvent quand même qu'on nous dit, j'ai déjà entendu cette phrase il y a pas si longtemps au Luxembourg: «Moi j'investis pas s'il y a pas des cheveux blancs en face». Et Ouais. vraiment c'est un truc, non mais c'est J'avais jamais caricatural. entendu ça. Ah moi on me le fait souvent, mais pourtant, ils voient que ce qu'on fait c'est intéressant, concrètement il y a des résultats, Ouais. mais il y a quand même cette culture de la confiance c'est l'âge et ça s'entend, tu vois? C'est assez normal, mais dans la finance, il y a quand même ce truc, sauf qu'il y a pour contrebalancer, et tu me diras si tu le vis aussi, le côté, bah, en fait, il faut quand même que ça bouge. Les outils digitaux, ils changent tout. Et Ouais. qui, aujourd'hui, manipule bien ces Tu outils fais pas digitaux? la finance de la même manière que Bah non, que pas les du autres, tout. Et quoi. puis, l'approche globale, en fait, d'une startup dans ce milieu-là, aujourd'hui, elle se fait beaucoup grâce aux outils digitaux. Mmh. Et ben, c'est quand même plutôt les jeunes qui les maîtrisent aujourd'hui. Ou en tout cas, nous, moi, j'ai entrepris dans le monde du digital avant. Et je sens quand même que ça contrebalance. Mmh. Mais oui, si on pouvait avoir les deux, je pense que ça serait encore mieux. Mais Mmh. on est en train de faire les deux. Donc, avec le temps, ça va aller. Trop bien. Et Mais toi, on a aussi des vieux, hein, carrément. ouais, en fait, Bah c'est oui, pas mal. c'est Ça, sûr. c'est la bonne technique. Faut pas parler trop des équipes parce qu'ils vont se sentir concernés. Mais recruter des vieux, ça marche pas mal. On embauche des acteurs. Mec, c'est des fous. On met des filtres de vieillissement. Mais toi, je pense que ça t'était arrivé, tu m'avais raconté, avec un assureur. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, ça m'est arrivé avec un assureur au tout début de Goodvest où on réfléchissait à travailler avec Generali ou un autre assureur et l'autre assureur n'avait pas voulu travailler avec nous. Ils nous avaient fait une présentation devant leur board en indiquant les plus et les moins du projet et le seul moins qu'il y avait c'était équipe jeune et inexpérimentée et donc ils sont pas donné C'est quand même suite. énorme. Ouais. Il y a eu ça et puis plus récemment j'ai eu une journaliste qui n'a pas voulu que je commente un sujet économique d'actualité en nous disant tout simplement que j'étais trop jeune quoi. Donc bon. Et même si aujourd'hui, vous commencez à avoir des chiffres, c'est parce qu'à la limite, au départ, tu peux avoir cette crainte, mais une fois que tu commences à avoir mis des chiffres en face, à un moment, il y a plus trop de de Ouais, raison, mais quoi. c'est vraiment un piège de notre société. Et moi, je le remarque, tu as des gens âgés qui ont peu d'expérience, qui ont fait peu de choses, mais qui vont être plus crédibles parce qu'ils ont une posture et parce que, ben voilà, hein, c'est un déni de faciès, tu vois. Mmh. Et tu as des gens jeunes qui ont beaucoup plus d'expérience, mais tu restes jeune. Et donc, oui, ben, les investisseurs sérieux creusent plus les chiffres, la réalité, commencent à regarder un peu s'il y a des choses qui ont été faites. Et après, bon, bah, s'il y a besoin d'être rassuré aussi par le faciès, ça se comprend, mais là, on Ouais. peut pas faire grand-chose, quoi, pour l'instant. Bon, et alors après, donc, là, justement, c'est intéressant parce que vous parlez d'âge pour justement innover et tout. Et là, moi, je trouve ça fascinant, ce nouveau produit. Là, on peut rentrer dedans direct, mais que vous lancez parce que c'est exactement ça. Là, c'est en fait un peu genre deux personnes qui essayent de penser le monde de la finance pour la transition différemment, qui se retrouvent. Et comment ça s'est passé qui a contacté qui et comment ça s'est passé les En fait, on dessous en du truc? parlait depuis quand même pas mal de temps. On a 2 sujets, on va dire. Il y a le sujet de réussir à lever des financements importants pour des projets de rupture qui sont à un stade early stage. Mmh. Et en face, tu as les 2000 milliards et quelques d'assurance vie, qui aujourd'hui, chez assez peu d'acteurs sont investis en excluant les énergies fossiles et c'est encore plus rare et plus difficile de réussir à financer des projets très early Concret, quoi. stage Ouais. parce qu'effectivement, il y a pas forcément, cette liquidité dont on a besoin, en assurance vie. Il y a, une notion de risque qui est aussi plus importante et donc on s'est dit, «Bon, il faudrait faire quelque chose ensemble» et il y a un véhicule qui permet de faire ça, une forme de fonds qui permet de faire ça, c'est les fonds 90-10 Ok, du coup, c'est quoi 90-10? et en fait, donc tu vas avoir 90% qui va être investi pour ce fonds-là, c'est dans des green bonds, des sustainable bonds, donc des prêts à des entreprises matures pour des projets durables. Et tu as les 10% restants qui vont être investis dans Team for the Planet, donc dans des projets d'innovation de rupture qui... C'est ce qui dont permet peut-être certains voilà. de justifier la prise de risque malgré tout, parce que Ça C'est- dilue le risque. Ça dilue énormément le risque, c'est liquide, donc on peut en fait sortir à tout moment. Donc pour une assurance vie, c'est très adapté parce que ce qui est intéressant dans une assurance vie, c'est que c'est une enveloppe très flexible en fait. Ok. En fait, peut-être pour compléter, Ouais. ce qui est intéressant, c'est que on a besoin que le monde de demain émerge, mais tous nos outils, toutes nos structures d'investissement, elles sont pas adaptées à ce qui émerge. Elles sont adaptées à ce qui est déjà mature. Et donc, on est bloqué dans un monde qui n'arrive pas à faire sa transition. On a les capitaux, on a les solutions, mais le lien, il se fait pas. Et c'est vraiment un des constats qu'on fait au démarrage pour se dire comment est-ce qu'on peut arrimer, entre guillemets, les mécaniques et les financements classiques qui existent et qui représentent des volumes colossaux à ce nouveau monde qu'on a besoin de faire émerger. Parce qu'il y a des pays qui passent
qui outrepassent ça comme la Chine et ils arrivent à les financer et très rapidement, ils arrivent à montrer qu'ils prennent des marchés, qu'ils arrivent à faire des choses qui ont vraiment de l'impact. Nous, on a vraiment ce problème d'arrimer les deux. Et donc, la bonne façon de le faire, c'est de mitiger en disant, t'amènes un peu le nouveau monde et tu l'arrimes à une enveloppe qui amène quand même des boîtes plus matures pour que le risque soit dilué et que ça permette quand même d'atteindre des volumes financiers qui sont importants pour ce fameux nouveau monde. Donc, le mix est vraiment intelligent. Ah, c'est hyper intéressant. Et ça existait, pour les fonds 90-10, ça existait déjà avant. Oui. Vous en avez déjà chez Goodvest. Oui, on en a déjà. Et du coup, les 10, ça finançait des projets à impact un peu peut-être plus globaux. On avait un fonds qui finançait par exemple les cafés joyeux. Okay. Donc, c'était surtout un fonds solidaire. Ok. Mais il y avait peu de fonds 90-10 climat en fait. Intéressant. Donc ils respectaient nos critères d'exclusion d'énergie fossile, etc. Mais c'était pas focalisé sur le développement de solutions durables qui sont de rupture, quoi. Quand tu regardes les sociétés de gestion, ils te disent tous la même chose. On a des clients qui viennent à nous, on n'a pas vraiment de produit pour eux. Honnêtement. C'est génial parce que là, c'est combien qui a été levé en assurance vie à peu près en 2025 chez vous là? Alors nous, on a collecté à peu près 100. Alors toute enveloppe confondue, mais l'assurance vie, c'est l'immense majorité. On a collecté 140-150 millions. Ouais. Et de l'autre côté, c'est vrai que quand on pense à Team for the Planet, en fait, tu as besoin d'aller chercher des nouvelles poches de financement. C'est un peu l'enjeu là en ce moment de Team for the Planet, je crois. Oui, nous, en fait, on concentre le capital tout de suite et on l'investit directement dans les innovations. Donc, on n'a pas besoin de volumes colossaux, mais on a quand même besoin de dizaines de millions d'euros. Nous, cette année, c'est une vingtaine de millions d'euros qu'on a investi et on l'investit directement à la racine dans les projets. Et évidemment, si on peut avoir beaucoup plus de mains et en plus sécuriser des revenus récurrents avec ce type de produit, ça nous permet tout de suite de lancer de nouvelles innovations. Et nous, on a un modèle dit statistique, ça veut dire qu'on mise sur quand même pas mal d'innovations. On met des tickets assez importants. Souvent, les gens pensent que c'est 100 000 euros sur les modèles statistiques. Nous, on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros par boîte. Mais par contre, on multiplie le nombre de boîtes, ce qui diminue aussi le risque pour l'investisseur. Donc c'est intéressant parce que sur un produit comme ça, à la fois il diminue son risque parce que c'est 10%, et il diminue son risque parce que nous, on panache. Parce que vous êtes déjà dans plusieurs projets. Quoi. Exactement. Et donc oui, nous, c'est hyper important aussi pour nous d'arriver à aller chercher d'autres typologies de financement parce qu'en fait, on le voit, ils sont prêts, ces projets. Ils sont là et on a déjà fait cette démonstration. C'est aussi pour ça qu'on s'est laissé quelques années, 5-6 ans, pour mûrir chacun nos concepts avant de se dire, maintenant, on a tous les deux fait nos preuves de concept. On voit bien qu'il y a une rencontre qui fait sens. Et donc, l'idée, c'était de se dire, puisqu'on a démontré que les projets sont là, qu'ils ont un vrai potentiel d'impact et nous, on ne va que sur des innovations qui, si elles deviennent mondiales, peuvent avoir un impact vraiment décisif sur les gaz à effet de serre. En fait, là, il manque le cash, donc il faut faire le pont. Et c'est vrai que les gens investir en direct, ils savent le faire. Là, on a fait une très belle fin d'année. On a vu que les gens avaient fait x10 sur leur panier moyen d'investissement Team for the Planet. On sent qu'il y a une vraie volonté. Mais l'épargne, c'est encore un autre levier qui est colossal, quoi. Et ça, de manière générale, c'est nouveau, non? Enfin, ce côté, vraiment avoir la capacité d'aller chercher l'épargne directement chez les gens, sur Internet, etc. Enfin, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'avant, c'était un peu le crowdfunding en petite quantité, quoi, et que les montants, là, on parle de dizaines, de centaines de millions, etc., de plus en plus fréquemment. Et là, même les 20 millions levés en très peu de temps, enfin, tout ça, il y a des antécédents là-dessus, ou c'est vraiment une nouvelle vague de prise de conscience des gens, enfin, comme vous le voyez? Je pense qu'il faut le temps. En fait, il y a eu cette accélération de la volonté d'investir dans la transition écologique qui s'est renforcée depuis le Covid. Mais il faut aussi le temps que les nouveaux acteurs émergent, construisent une communauté, sortent des produits, fassent des partenariats. Et tout ça, ça met parfois plus que quelques mois. Il y a aussi un changement, c'est qu'il y avait une culture de l'opacité avant, quand même, dans la finance. Honnêtement, on ne peut pas dire que c'était pas le cas. Les gens savent pas du tout ce que faisait leur argent. Vraiment, la plupart des gens, ils ont aucune idée de ce que font les placements green, ou en tout cas vendus comme tels à l'époque, quoi. Il faut que ça change, tu vois. Et c'est important de montrer justement des choses très concrètes, de dire aux gens, voilà, votre argent, il va dans Beyond the Sea, qui tracte des navires et qui les décarbone. Voilà, vous pouvez aller voir, c'est partout sur Internet. En fait, on a besoin de ça aussi, de comprendre le lien entre notre argent et son impact. Sinon, c'est difficile pour les gens de flécher de l'argent. C'est quand même une vraie complexité aujourd'hui dans la façon dont c'est structuré le monde financier. C'est hyper compliqué. Et c'est pas normal, en fait. Et donc, le plus on arrivera à être transparent, le plus les gens s'impliqueront parce que les gens ont envie d'avoir de l'impact. Et je crois qu'il y a un truc qui est en train d'émerger aussi, c'est que les gens comprennent que l'argent, c'est leur outil d'impact numéro 1. Beaucoup plus que tous les petits gestes qu'ils peuvent faire au quotidien. C'est hyper intéressant de se rendre compte que, voilà, tu vas vite, c'est vite des tonnes de CO2 évitées par an pour quelques dizaines de milliers d'euros que tu places au bon endroit. Alors que pour faire ces mêmes tonnes en face, il faut arrêter de prendre la voiture, ce qui est très bien si on peut le faire, mais enfin, des fois, c'est quasiment impossible. Il faut changer complètement son régime alimentaire, etc. Et donc, souvent, on se trompe d'ordre de priorisation. On commence par des petits gestes qui sont sympas et qui font un peu,
mais on pourrait faire tellement avec notre argent. Il faut pas argent. pédaler à l'envers avec ton argent, quoi. C'est quand même. Disons que dans la gestion des prios, il faut déjà au moins commencer par regarder ce que fait son argent, parce que c'est sûr que si c'est pour à côté annuler tout ce que tu fais de faire au quotidien, c'est vrai que les gens prennent conscience progressivement. Et ce que j'aime bien dans ce partenariat que vous avez, c'est que finalement, ça complète un peu je vais pas dire les défauts, mais les limites de chacun de vos modèles. Totalement. Quoi. Parce que toi, c'est assumé. Hein. Parce que Goodvest, en fait. Parfois, tu pourrais te dire, en fait, je sais pas exactement. Je sais que ça a un impact et que accord de Paris, etc. Mais ça manque peut-être de concret pour moi. Là, je sais exactement où ça va. Et pour vous, ça permet d'aller flécher directement l'épargne, parce que c'est clair que c'est quand même un levier énorme, quoi. Bien sûr. Et nous, notre premier blocage, c'est que en fait, les montants collectés en investissement direct, ils peuvent être intéressants. On peut atteindre la centaine de millions, mais l'épargne, ça peut vraiment, vraiment faire le scale de ces innovations et elles en ont besoin, elles sont là, elles attendent. Donc, de toute façon, je pense que c'est aussi le propre de ceux qui essaient de faire avancer le schmilblick, c'est qu'on n'est pas en compétition, il faut qu'on s'entraide. Et là, il y a une façon vraiment maligne de s'entraider. Et en plus, les gens y ont intérêt aussi directement, parce que les gens qui investissent chez Goodvest ou chez nous, leur but, c'est comment est-ce que j'alloue mon argent de manière intelligente pour avoir de l'impact et quels sont les canaux qui sont simples pour moi. Donc, plus on peut leur proposer des canaux simples, transparents, qui font des choses concrètes, parce que plus ils iront, quoi. La simplicité, elle est fondamentale. Je sais que vous bossez beaucoup là-dessus, mais c'est qu'il faut être capable de mixer performance, risque, rendement. Et en fait... c'est difficile pour un Français moyen, j'aime pas ce mot, mais d'essayer de faire tous ces calculs. Il y a très peu d'éducation financière déjà. D'éducation financière, exactement. Tu disais, c'est beaucoup le sujet, l'éducation financière. Tu te balades dans la rue et tu demandes, on est à Paris, tu demandes aux Parisiens, qu'est-ce qu'il y a dans votre assurance vie ? S'il y en a 5% qui est capable de te définir précisément ce qu'il y a dans son assurance vie, ce qu'il va financer avec son épargne, c'est sûrement le bout du monde. Et c'est parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, beaucoup d'opacité, très peu d'éducation. Et là, c'est vrai que c'est en train de changer. C'est apporté par la prise de conscience, par le digital, par les scandales qu'il y a eu sur le greenwashing aussi, les rapports des ONG comme Reclaim Finance qui font prendre conscience au public de ces sujets. Et donc aujourd'hui, on peut avoir plus de transparence, on peut effectivement, comme tu le dis, respecter l'accord de Paris, exclure les énergies fossiles avec son épargne. Mais l'étape d'après, c'est d'amener encore plus de concret. Parce que ça a plus d'impact, mais surtout ça permet aux épargnants de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière leur épargne, de pouvoir s'engager d'autres manières. Un des points forts de la communauté de Team for the Planet, c'est qu'elle va chercher à s'engager en plus de financièrement pour aider au recrutement, aider commercialement les innovations. Et ça, c'est très fort. Peut-être d'ailleurs là-dessus, parce que peut-être que tout le monde n'a pas compris, tu sais, ce virage que vous avez pris. Sur justement la libération des actions. La valeur de l'action, carrément. Un peu, fais-nous le petit libération de la valeur des actions pour les nuls, là, pour qu'on comprenne bien. Pas de souci, je vais le faire en 2 secondes. En fait, Team for the Planet, initialement, on a pris un pari très, très audacieux. On a dit, il n'y a pas de rendement financier. C'était très audacieux, mais ça nous donnait un avantage unique qui était qu'on avait les mains complètement libres vis-à-vis de nos actionnaires pour aller investir sur des innovations risquées parce que, early stage, comme on l'a dit, industriel, peu structuré, peu outillé. Et donc, ça nous a permis de construire notre outil pour aller accompagner précisément ces innovations qui ont un très gros niveau de risque. Maintenant, tout notre outil, il est pensé justement pour baisser le risque. Quand je dis qu'on recrute un entrepreneur, on utilise le collectif massivement et le digital pour pouvoir justement sélectionner les meilleures innovations et après les outiller avec les bons talents, mais aussi apporter tout de suite des clients, etc. Tout ça, ça fait qu'on baisse le risque. Mais n'empêche que le monde financier, à la base, il n'est pas structuré pour ce niveau de risque. Et c'est d'ailleurs l'énorme problème de la transition écologique, c'est que ces solutions dont on a drastiquement besoin attendent, mais comme il y a des impératifs de rendement très importants quand même dans le monde de la finance, avec des impératifs d'exit aussi, donc de revente à court terme, etc., les investisseurs classiques ont beaucoup de mal à se positionner sur ces solutions. Donc nous, on s'est structuré drastiquement, on va dire, pour être capable de faire notre preuve de concept en disant « Regardez, notre modèle, il fonctionne ». Et maintenant qu'on a atteint un certain niveau de maturité et que la preuve de concept est faite, on a 14 participations, on en a qui commencent à devenir vraiment des très belles boîtes, certaines qui sont en dizaines de millions d'euros de valo et qui vont pas tarder à atteindre 100 millions de valo. On sent que ça y est, ça devient mature. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on peut passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'était de dire, maintenant, on peut amener une perspective de rendement. Mais pas en cassant complètement toute l'ADN de Team for the Planet, parce que si c'est pour revenir dans un truc qui met la pression... Un peu la question, tu vois, c'est est-ce que si tu peux devenir un fonds en impact classique avec un objectif de TRI à 15% ou j'en sais rien. Mais c'est pas notre vision. En fait, nous, on a trouvé une façon de mettre du rendement sans revenir dans les modèles classiques, parce qu'en fait, le problème des modèles classiques, c'est qu'ils ne permettent pas d'adresser correctement ces solutions-là. Et pourtant, il faut que ces solutions existent. Et donc, nous, la façon dont on le fait, c'est qu'on libère la valeur de l'action.
Donc en gros, on ne dit pas, comme la plupart des boîtes et des fonds habituels, on va partager les bénéfices, donc les dividendes, sous forme de dividendes. Nous, dans Team for the Planet, statutairement, on redistribue à chaque fois les profits qui sont générés pour relancer de nouvelles innovations. Et ça ne change pas. Donc ce que ça veut dire, c'est que les actionnaires, ils ne votent que pour une chose, c'est l'impact. Donc on a 133 000 actionnaires aujourd'hui. C'est hyper important qu'ils soient quand même incentivés de la bonne manière, parce que sinon, on va aller de plus en plus sur des machines à cash et de moins en moins sur des boîtes qui ont de l'impact. Donc pour nous, il ne fallait pas tomber, entre guillemets, dans un modèle plus conventionnel, surtout sur le scope qu'on adresse. Et donc la façon de le faire aujourd'hui, c'est de dire, on ouvre un marché secondaire. Donc ce marché secondaire, il permet des transactions entre actionnaires. Donc ça veut dire qu'on ne ponctionne pas les ressources de Team for the Planet pour les allouer à autre chose que l'impact. Ça, on peut pas. On sort pas l'argent de Team for the Planet. Par contre, la valeur de l'action Team for the Planet, elle augmente au fur et à mesure qu'on a de l'impact et que nos boîtes grandissent. Et donc, les actions qui sont à 1 euro initialement et qui restaient à 1 euro, aujourd'hui, elles peuvent passer à 1,5 €, 1,10 €, etc. Et donc, les actionnaires ont accès au marché secondaire pour faire des transactions et donc espérer une plus-value financière. Et là, par exemple, on a déjà 2 millions d'euros en attente sur le marché secondaire de gens qui veulent acheter. Donc, si des gens veulent sortir et qui mettent un peu plus cher, ça permet de faire valoriser. Ouais. Voilà, il y a des gens en face. Ok, hyper intéressant. Moi, il y a un truc qui me passionne autour de tout ça, parce que là, en fait, on entend que, en fait, voilà, il y a énormément de demandes pour ces sujets écologiques, etc. En parallèle, tu allumes n'importe quel média et tu comprends qu'en fait, on est peut-être dans une espèce de petit microcosme dans ce studio, je sais pas. Et donc, moi, je me pose beaucoup cette question de comment est-ce qu'on arrive à justement embarquer le plus large possible. Et là, je pense que c'était quand même des bonnes personnes pour pouvoir répondre à ça. Je sais que, par exemple, Goodvest, c'est des ambitions qui sont bien claires. Hein. Je crois que c'est 500 millions fin d'année. fin d'année, puis 1 milliard. Enfin, voilà, d'essayer de grossir, de doubler à chaque fois. Voilà, est-ce que c'est vraiment possible et comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette polarisation qui est... je fais juste une petite digression encore, mais moi, j'ai plusieurs personnes qui me disent des mots comme moi, j'arrête de dire responsable ou durable dans ma communication parce que je pense que ça coûte au projet, parfois, avec certains types de profils. Il y a 2027 qui arrive. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette polarisation et embarquer le plus large possible ? Alors, déjà, juste sur le ralentissement de la transition ou du sujet, c'est pas, en fait, il n'y a pas vraiment de ralentissement. Les investissements dans la transition ont augmenté de 8% en 2025. Okay. Donc, il n'y a pas de... C'est une impression. C'est une impression. C'est vrai qu'il faut regarder géographiquement ce qui se passe. L'Europe a voté son plus gros budget aussi là-dessus, quoi. C'est ça. En Europe, ça ne ralentit pas du tout. En Chine, ils accélèrent. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un ralentissement depuis que Donald Trump est arrivé. Mais les États-Unis, c'est même pas dans l'infrastructure et tout, c'est pas vrai en plus. Et dans le renouvelable, effectivement, avec l'IA, aujourd'hui, ça accélère fortement aux États-Unis. Alors, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas... L'électrification, par exemple, il peut rien faire, Donald Trump, il peut se rouler par terre, mais en fait, ils en ont besoin pour l'IA et pour certaines choses. Et donc, en fait, ça continue d'accélérer, quoi. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet de ralentissement. On n'est pas dans notre microcosme. Il y a des milliers de milliards qui sont investis. Il en faut encore plus. Il faut qu'on accélère. Surtout qu'il y a des nouveaux besoins en électricité qui sont arrivés, comme l'IA. Donc il faut accélérer encore plus sur les énergies renouvelables que ce qu'on avait prévu initialement. Donc il y a encore plus de besoins de financement. Donc ça accélère et donc finalement, pour vous, parce que c'est intéressant ça, il y a... Souvent, on dit que le côté écologie, il ne faut pas que ça soit un argument numéro 1 de distribution. Il faut que ça soit un espèce de co-argument derrière d'autres arguments comme une voiture électrique silencieuse, rechargeable à la maison. Enfin voilà. Peut-être, je sais pas, Arthur, comment tu vois ça ? Parce que si finalement ça accélère naturellement comme ça, peut-être qu'en fait l'écologie devrait être un argument. Enfin... En fait, tu touches à un sujet qui est complexe et... c'est un sujet de bataille idéologique qui parfois peut avoir des effets contre-productifs, selon moi. Tu vois, typiquement, quand tu es trop dans une exigence de pureté, je pense, tu peux faire que justement les entreprises préfèrent ne pas se mouiller parce qu'il y a plus de risques de se faire taper dessus à essayer qu'à ne rien faire. Et on est arrivé un peu à ces stades-là pour pas mal de boîtes. C'est dommageable et en même temps, je comprends qu'il faille taper parfois sur le greenwashing parce que il faut pas non plus duper les gens. Mais tu vois, il y a un interstice très fin et très complexe à manager justement pour éviter d'être contre-productif. Moi, je pense qu'il faut évidemment encourager les boîtes à faire mieux et à dire quand elles font mieux. Moi, j'ai aucune gêne à encourager une boîte qui fait quelque chose de bien, à le dire en fait. Mais on a cette espèce de prudence de « je ne fais jamais assez » qui, je pense, ne nous aide pas aujourd'hui. Et c'est dommage en fait. Il y a vraiment besoin, et moi j'assume complètement ça, de dire aux boîtes, même si c'est un premier pas, allez-y. Par contre, évidemment, il faut que ça soit borné pour qu'elles ne se disent pas
on fait ce premier pas, on capitalise que là-dessus, on prend les gens pour des cons et on leur dit on est les plus verts. Tu vois, la limite est fine et c'est ça qui est compliqué. Donc je pense qu'il faut à la fois des acteurs qui sachent mettre les limites et pointer du doigt ce qui va pas, mais aussi des acteurs qui disent allez-y, faites des choses bien large, quoi. et servez-vous-en, parlez-en. Ouais. En fait, si ça vous aide à vous faire connaître et à grandir, mais tant mieux. En fait, je pense que on vit quand même dans un monde de compétition. Si ça devient un avantage compétitif pour des boîtes, en fait, ça va créer un effet boule de neige et ça va amener les autres à y aller. Si c'est l'inverse, comme ce que ça crée un petit peu là aujourd'hui, ce truc de, en fait, parler de durabilité, machin, j'ai plus de chances de me faire taper dessus et emmerder qu'autre chose. Ça devient compliqué. Mais en fait, c'est une compétition à l'inverse. C'est que moins t'es vertueux aujourd'hui, plus t'es tranquille presque. Alors j'exagère, hein, mais tu vois, il y a un peu ce truc-là. Et donc, il faut faire très, très attention dans la façon dont on choisit de traiter médiatiquement ces sujets parce qu'on peut être très vite contre-productif. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que c'est un peu, il y avait, je crois que c'est Mathieu Brunet, le fondateur de Windcop, je sais pas si vous voyez cette coopérative de cargo à voile, qui avait une belle image, il me disait, faut être sur la vague, mais faut pas descendre trop, parce que sinon après tu lâches la vague et en fait tu perds tout le monde, et si tu la laisses passer, tu te retrouves avec la vague devant toi. Et il y a un peu ce truc de rester sur la vague et je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous deux, vous arrivez quand même vraiment bien à incarner ça. Enfin, il y a quand même 130 000 personnes dans Team for the Planet. C'est pas forcément que des ultra engagés, forcément, sinon voilà. Et chez Goodvest, pareil, on travaille sur de l'assurance vie, du PER, enfin, c'est le socle de l'épargne des Français. Ouais. Nous, il y a 40, on a fait une étude auprès de nos clients, il y a 47% de nos clients qui se disent peu ou pas engagés sur le plan écologique. Alors, je pense qu'ils sont très alors que quand humbles. tu vas sur le site web, Je pense qu'ils sont très humbles, mais nous aussi, ce qu'on fait pour embarquer tout le monde, c'est qu'on va aussi parler de concret économiquement. Ça veut dire que prendre en compte des risques environnementaux et sociaux sur de l'épargne long terme, c'est juste du bon sens en fait. C'est pas idéologique. Ouais. C'est pas uniquement idéologique. Les actifs échoués, tous ces trucs. Exactement. C'est-à-dire que tu préfères dans ton portefeuille avoir quoi? Avoir le futur leader des énergies renouvelables, Iberdrola, Ørsted, ou est-ce que tu préfères avoir une boîte qui n'est pas sortie du charbon? Sachant qu'on parle de ton assurance vie ou de ta retraite qui va être dans 5, 10, 15, 20, 25 ans. C'est du bon sens. Quand tu ouvres une assurance vie pour tes enfants aujourd'hui, est-ce que tu veux investir dans les énergies fossiles? Ne serait-ce que pour un risque économique. Ouais. Et donc là, tu embarques encore plus de monde aussi. Tu vois, le slogan de notre dernière communication, là, c'était « On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être nombreux ». Je pense que ça résume vraiment la vision que nous, on a. C'est, en fait, avoir 1000 personnes parfaites, ça va pas changer le monde. Avoir 1 milliard de personnes qui commencent à faire un truc, ça va commencer à changer le monde. Ouais. Et donc, nous, on est plutôt dans cette logique-là. Et d'ailleurs, depuis le début, on a toujours dit on rassemble tout le monde. Utilise l'humour. Enfin, en fait, c'est ça, c'est d'utiliser aussi des armes communes à toutes les idéologies, quoi. Et tu vois, moi, ce qui est assez dingue, c'est que j'ai vu des gens rentrer chez Team for the Planet, devenir actionnaire en disant putain c'est compliqué, je vais faire un premier pas pour essayer de voir, etc. Et revenir vers nous 4-5 ans après en disant vous n'êtes pas assez radicaux, soyez plus radicaux. Et en fait tu leur dis mais les gars, si vous êtes là, c'est la vague quoi. Bah oui, exactement. C'est cette forme de bulle là dont on parle tout le temps, d'essayer de l'élargir. Moi je pense qu'il faut être très accessible et il faut tendre la main. Il faut que ça ait l'air sympa et il faut que ça leur parle avec une sémantique et il faut que ça soit un peu connecté avec leur univers parce que sinon c'est trop frontal, c'est trop compliqué. Et ce qu'on a déjà démontré, et la psychologie le montre bien, c'est que quand c'est trop complexe d'un coup, l'humain, il fait un refus d'obstacle. En fait, il part à l'envers, quoi. Et je pense qu'on le vit aussi avec la réélection de Donald Trump. Alors, c'est un peu intense, mais tu vois, des fois, c'est trop pushy, trop vite, trop de demandes, trop de choses. Et les humains, qui sont loin de ça, ils disent waouh, en fait, je vais revenir au vieux monde parce que lui, je comprends et ça me rassure, quoi. Ouais. Et donc, c'est malheureux, mais je pense que l'humain est assez incrémental. Et que tu peux pas prendre l'ascenseur, en fait. Il faut prendre l'escalier, il faut y aller marche par marche. Et si tu peux trottiner dans l'escalier, tant mieux. Mais l'ascenseur, ça risque de pas te faire monter du tout, quoi. Enfin, moi, je le vois beaucoup. Puis après, il y a un truc intéressant aussi, je trouve, dans cette démocratisation, c'est que vous allez chercher peut-être des gens qui n'étaient pas forcément dans ce monde-là avant, de la finance. Je vois, par exemple, chez Goodvest, il y avait une stat qui m'avait marqué. C'était, je crois que c'était à peu près la moitié de femmes dans les... Dans nos clients et dans nos équipes, oui. Dans les clients, enfin, dans les équipes aussi, mais dans les clients, ça m'avait marqué parce que pour moi, la finance, c'est hyper important d'aller justement chercher ces femmes plus engagées, chercher ces nouveaux publics. Peut-être d'ailleurs, les jeunes, c'est pareil, plus jeunes qui se disaient bon, moi, en fait, la finance, l'épargne, la bourse, mais jamais, je sais pas quoi. Les jeunes s'intéressent beaucoup plus que les plus âgés à l'investissement. Ouais. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'éducation financière, le besoin de se prendre en main financièrement. On sait que la précarité. On
sait qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, on sait que le système actuel de retraite ne va pas suffire pour payer des retraites décentes. Ouais. Et donc, il faut se prendre en main, à défaut d'être pris en main par le gouvernement sur ces sujets. Mais un truc qui est très intéressant, nous aussi, on a beaucoup plus de femmes dans les actionnaires que d'hommes. Et je pense sincèrement, je pense sincèrement que ça s'observe dans toutes les organisations qui essayent d'aller vers l'impact et vers la transition. Je pense que les femmes ont une meilleure appréhension des enjeux futurs et sont plus dans le bien commun et d'en prendre soin. Vraiment, hein, je veux pas conclure hâtivement, mais tu vois, moi, je trouve ça intéressant, ces chiffres, quoi. Non, c'est hyper intéressant. Une raison de plus pour encore laisser plus de place un peu partout, parce que c'est probablement en effet une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de dérives avant, quoi. J'ai sur cette notion de greenwashing et de parce que bon, ce sujet-là, on l'entend souvent. La finance verte, c'est vrai que parfois ça peut être connoté. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut pas faire. Enfin, essayer de se donner un peu d'insight là-dessus. Je m'étais noté que donc la transition écologique, c'était à peu près 67 milliards par an qu'il fallait mettre en place normalement pour la réaliser. C'était le rapport, je crois que c'était Pisani ou quelque chose comme ça. Et qu'il y avait 6 000 milliards d'épargne des Français. Uniquement en France. Oui, c'est sûr qu'en France. Uniquement en France. Sinon, on est sûr. Ouais, bien sûr. Uniquement en France. Et 6 000 milliards, l'épargne des Français. Ouais. Et donc, quand tu fais le rapport, il y a souvent ces deux types de chiffres qui sortent où tu te dis, OK, en fait, voilà, il est là, le levier, c'est simple. Mais après, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a des règles de liquidité où tu peux pas tout faire, que tu dois du coup, les banques doivent garder une partie en liquidité, elles peuvent pas tout investir, que le fléchage, il est pas évident, on sait pas exactement comment est fléché l'argent, que investir en bourse, tu peux avoir parfois l'impression de faire juste des échanges entre actionnaires. Donc en fait, que de là-dedans, dans ces 6 000 milliards, finalement, tout n'est pas si accessible. À quel point on peut se dire que c'est un outil pour changer tout, et à quel point il ne faut pas non plus tomber dans le greenwashing et convaincre tout le monde qu'en fait, il suffit de flécher ça et on a changé le monde, alors qu'en fait, il y a quand même pas mal de paramètres qui font que c'est plus compliqué que ça me paraît. Alors, est-ce que la finance durable est parfaite? Bien sûr, non. Est-ce que tout est acheté pour autant? Non plus, ce serait beaucoup, beaucoup trop simple sinon. Les marchés secondaires sont beaucoup critiqués. Et nous, c'est un des reproches qu'on nous fait le plus souvent chez Goodvest, c'est OK, mais marché en fait, le secondaire, donc voilà, pas quand les gens se rachètent des actions entre eux. Voilà. Alors, marché secondaire, pas d'impact, c'est faux. Marché secondaire, moins d'impact que le marché primaire, évidemment. Il y a beaucoup moins d'impact. Pas d'impact parce que ça fait quand même valoriser la boîte. Parce que, en fait, déjà, il n'y a pas de primaire, c'est pas de secondaire. C'est-à-dire que les innovations... d'accord, ouais. C'est ce que tu disais sur le fait que nous, les transactions entre actionnaires, elles financent pas nos boîtes, quoi. Tu vois, pour illustrer le truc. Genre, quand ils se revendent des actions entre eux... c'est important quand même dans la dynamique du... Ça crée une velléité de OK, c'est de l'argent placé, c'est pas un don, tu vois. Donc ça dynamise le marché entre guillemets qui est sous-jacent, mais pas directement. Voilà. Il y a besoin d'avoir du secondaire pour que le primaire puisse se refinancer en fait et que ça puisse rouler, financer des nouvelles. Donc évidemment que le secondaire a de l'impact. En plus, il y a d'autres mécanismes. Il y a le vote des assemblées générales. Enfin, lorsqu'il y a des IPO, il peut y avoir une partie également qui finance l'entreprise. Enfin, il y a plein de mécanismes, mais l'impact est plus faible. Pourquoi est-ce qu'on a quand même besoin de faire du secondaire? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à tous les épargnants, quelle que soit leur situation patrimoniale, investissez 100% de votre épargne dans du crowdfunding, dans du non-coté. C'est juste un défaut de conseil. Oui, donc, il faut prendre en compte les contraintes et c'est mieux effectivement d'embarquer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes en ayant 30% de non-coté que d'embarquer 150 personnes qui vont être des ultra riches parce que c'est les seuls qui peuvent se permettre d'avoir une très très grosse exposition au non-coté. Il faut accepter l'imperfection de ce système et l'améliorer avec des innovations comme le fonds 90-10 quoi. Voilà. Non mais je sais pas ce que t'en penses Arthur, mais moi en fait je me pose toujours cette question parce que je fais toujours attention en effet au truc un peu où on dit ouais en fait on en est qu'au tout début, on pourrait faire tout ça, mais en fait voilà, tu peux pas tout faire non plus. Non, mais en fait, la réponse, elle est super simple. On vit dans une économie qui est complexe et qui a besoin pas que du green, tu vois. Donc, oui, il y a un ensemble de choses et en fait, il faut équilibrer entre nos besoins humains et les services écosystémiques et la capacité de charge de la planète, en gros. Donc, il faut qu'on augmente drastiquement les investissements à impact. Mais oui, ça peut pas être que ça. On a aussi des besoins, on a aussi des infrastructures globales
qui font que on peut faire la transition. Enfin, tu vois, c'est pas si simple. Donc, en effet, on peut pas caricaturer et on peut pas juste dire c'est bon, le problème est résolu, c'est l'épargne, ça va suffire. C'est plus compliqué que ça. L'épargne, elle doit être allouée et elle doit être allouée avec quand même un éventail large. C'est ce qu'il disait, sinon c'est un défaut de gestion. Les gens, ils ont quand même besoin à la fin de pouvoir compter sur cet argent. On peut pas faire n'importe quoi avec ça. Et puis, quand il y a des gens qui confient leur argent à des gestionnaires, ben voilà, faut que ce soit un peu organisé. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le fonds, on le fait avec Ecofi, qui est une société de gestion qui est quand même renommée parce que justement, elle fait pas n'importe quoi et qu'elle a du recul et de l'expérience. Donc, c'est un peu nos cheveux blancs additionnels pour le triptyque. Ouais, mais... je veux vraiment blanc parce que c'est une société de gestion qui a une trentaine d'années. Hein. Ce qui est beaucoup pour une société de gestion. C'est clair. Et puis, ils ont vraiment les cheveux blancs. Ils vont nous tuer. Non. Mais bon, en tout cas, je suis assez convaincu, encore une fois, que être dans de la caricature, ça ne nous fait pas avancer. Donc, ben oui, c'est pas parfait. Mais en fait, si on attend que ce soit parfait pour faire un pas, on n'avancera pas. Donc, il vaut mieux qu'on mette en route. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on voit que ça crée les marchés derrière. Tu vois, un exemple simple, par exemple, bon, on pense qu'on veut d'Elon Musk, mais la voiture électrique, lui, il est arrivé en disant la voiture électrique, ça prend pas, je vais faire des voitures de sport électriques. Et en fait, comme tu prends un code culturel qui est très acquis, les voitures de sport, c'est cool, etc., tu arrives à commencer à installer l'électrique par cette logique-là. Et ensuite, l'étape d'après, c'est que l'électrique va devenir un peu plus mainstream. Mais souvent, tu as besoin de rentrer aussi par des mécaniques qui font que tu es un petit peu connecté au monde tel qu'il est. Et tu vois, c'est pareil, l'électrique, c'est en train de vraiment se dynamiser et se diffuser, mais c'est pas parce qu'il y a la demande, en fait. Les gens ne comprennent pas ça, c'est parce que l'offre a été mise en place, les infrastructures se sont améliorées, que la demande commence à arriver. Et en fait, ces milieux-là, ils fonctionnent comme ça. Donc, si tu dis, tant que c'est pas parfait, on n'y va pas, en fait, il n'y aura pas de transition écologique. Quoi. Bien sûr. Parce qu'on parlait de triptyque. Et moi, ce que je trouve hyper compliqué pour un épargnant, et enfin, moi, je le vois, voilà, c'est d'essayer de déterminer quel rendement tu dois viser. Enfin, en gros, tu avais toujours ce truc historique de sécurité versus rendement, qui est déjà compliqué. J'imagine que tu dois le voir au quotidien à gérer. C'est pas non qui veut le dire, qui arrive et qui disent bon, et moi je veux 8%, mais je veux pas de risque. Et que green. Exactement. Et donc, c'est déjà compliqué de voir ça comme ça. Et donc, tu dois gérer des portefeuilles, etc. Là, on vient rajouter un élément d'impact. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça vient chambouler de rajouter ce paramètre dans l'équation? Est-ce qu'on est toujours capable, en gros, est-ce qu'il faut dire aux gens qu'on doit qu'on doit viser moins de rendement? Pas forcément. L'équation risque-rendement reste la même s'il y a de l'impact ou pas. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur le sujet. Il y a une méta-analyse qui a été publiée par l'université d'Harvard qui rassemble des milliers d'analyses sur le sujet. Et la conclusion de ces analyses, c'est que dans 50% des cas, prendre en compte des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux, ça a amélioré la performance. Dans 10% des cas, ça l'a dégradé. Dans 40% des cas, c'est non significatif. Donc dire investir de manière durable va forcément réduire ma performance. C'est ça, on peut dire que c'est faux. Ça prend des sources, parce que tu prends peut-être plein de sources. Je sais pas. Après, si tu peux remettre en question si tu veux. Non, mais pas Harvard, mais je veux dire, tu sais, parce qu'on se disait justement avant, la finance était plus opaque, l'ISR, etc. Yes. Vous, aujourd'hui, vous avez, voilà, je sais pas, toutes les datas Carbone 4 Finance, toutes les analyses, toute la structure et tout, même les impacts biodiversité qui sont analysés, etc. Est-ce que finalement, avant, il y avait peut-être pas toute cette profondeur d'analyse, donc quand on regarde les études, non ? L'analyse, elle s'est améliorée, elle s'est plus développée sur le E de l'ESG. Ouais. Mais il y a toujours, les fonds durables, ça existe depuis plus de 5 ans. Ils n'étaient pas forcément parfaits, mais en tout cas, le fait de prendre en compte ces critères-là, ça n'a pas dégradé leur performance. Ce qui est important d'avoir en tête également, c'est que quand on investit pour le long terme, on investit pour 5, 10, 15 ans. Il peut y avoir une année où l'investissement responsable va sous-performer. C'était le cas lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, où il y a eu 2 secteurs qui ont performé, c'est le fossile et l'armement. Là, la finance durable s'est mal portée cette année-là, évidemment. Trump, aux États-Unis, pareil, n'a pas forcément fait surperformer la finance durable. Par contre, si on regarde sur les 10 dernières années, il y a 7 années sur 10 où le MSCI World ISR a surperformé le MSCI World non ISR. Est-ce que le MSCI World ISR est parfait sur le plan environnemental ? Bien sûr que non, il est mieux que le MSCI World normal.
Donc, nous, ce qu'on dit à nos épargnants, c'est qu'on ne va pas vous garantir que investir de manière durable va améliorer votre performance. Notre conviction, C'est que ce sur que le les long terme, études c'est plus logique, ont montré, quoi. c'est que Ouais. sur le long terme, prendre en compte des risques environnementaux, sociaux, investir dans des thématiques qui se développent comme les énergies renouvelables, la mobilité bas carbone, etc., ça ne devrait pas significativement dégrader le rendement. Bien sûr. Ok, très bien. Et toi, parce que tu disais tout à l'heure, voilà, il y a quand même, on va pas viser le rendement d'un fonds impact. Voilà. Ça dépend. En fait, c'est un sujet qui est complexe. Il y aurait beaucoup à dire et c'est long, je pense, d'exprimer un peu tout ce qu'il y a exprimé là-dessus. Moi, je pense que ce dont il faut se méfier, c'est les effets de bulle ou les effets d'hyperspéculation qui ont eu tendance à donner le sentiment à des gens que c'était ça un rendement normal. En fait, ça a créé des espèces d'attentes qui sont juste pas cohérentes. Tu vois, le Bitcoin, en fait, t'as pas ça dans le vrai monde, quoi. Il faut juste comprendre qu'il y a des réalités industrielles quand même sous-jacentes. Donc, la croissance d'une boîte, c'est pas la croissance d'un truc qui est volatile et qui est pas connecté à une réalité physique, tu vois. Le problème qu'on a, c'est que comme on s'est digitalisé depuis quelques temps, depuis 2 décennies en gros, on a une tendance à calquer des attentes sur le monde physique, donc sur des startups industrielles de transition, qui sont les mêmes que ce qu'on a eu avec des SaaS. Donc moi, je viens du monde du digital, des SaaS, etc. Bien sûr. C'est là que je suis prudent, moi. C'est là que je dis aux gens, en fait, faut pas s'emballer peut-être sur les... Alors, ça peut en plus être le cas. Hein. C'est ça le pire, c'est que tu vois, nous, par exemple, on est sur un segment très, très early. Donc forcément, si on réussit à les sortir sur le marché et à les rendre réellement, genre, attractif pour le marché. Je reprends Beyond Sea par exemple. Là, ils sont en train de percer le truc. D'un coup, ça va devenir une boîte qui va faire x30, x40, tu vois, en valo. Et donc, potentiellement, la valeur des actions sous-jacentes, elle explose parce que c'est des segments justement très early. Donc, voilà. Mais c'est un segment très particulier. En fait, le temps, c'est un truc quand même. Mais bien sûr, le temps, c'est un truc absolument, c'est sûr, surtout pour faire des choses qui restructurent. On parle de changer les infrastructures d'énergie mondiale. mondiale. Du temps, c'est pas facile pour un fonds de manière générale. Non, parce que justement, on s'est habitué. 7 ans. Alors, du coup, pas avec ce fonds-là. Non, pas ce fonds-là. Non, alors, c'est vrai que je fais des amalgames, mais des fonds qui investissent dans des startups, souvent, ils essayent d'aller chercher. C'est un des défauts, effectivement, de ce système de fonds. Heureusement, il y a d'autres structures de fonds, il y a les fonds 90, tu as des fonds evergreen aussi sur le non-coté. Et ça, effectivement, c'est plus aligné avec des boîtes early stage dans la transition écologique. Pareil pour les infrastructures. Parce qu'il y a des fonds infrastructures aussi, non, chez Goodvest. Nous, on a un fonds d'infrastructure verte. Alors là, il est evergreen. Parce que là, on a peut-être plus d'impact concret enfin, on se sent plus d'impact concret que quand on investit dans un fonds d'ailleurs, si on regarde, nous, les émissions de CO2 évitées de ce fonds par rapport à d'autres fonds cotés, c'est beaucoup plus drastique. C'est bien plus puissant. Et tu vois, mais on ne peut pas mettre 100% de son épargne dedans. Non, mais il faut surtout mettre chez tout chez TFCP aussi après. Un point qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que tu peux performer très fort sur du court terme avec certains actifs, mais sur du long terme, ça peut être des actifs très risqués finalement. Et en fait, ça, on a du mal à le sentir aujourd'hui. En fait, tu vas sur des actifs, mettons des boîtes Shein ou je sais pas quoi, une boîte comme ça, elle peut être très performante à court terme et très attractive, mais en fait, la réalité, c'est que si tes capitaux ils sont placés dans ce type de boîte et que demain, en fait, parce qu'ils n'arrêtent pas de rejeter des merdes dans les rivières et autres, plus personne leur fait confiance pour investir chez eux parce que ça perd. En fait, juste les investisseurs se disent, il y a un trop gros risque parce qu'il y a un risque de bad buzz, il y a un risque, tu vois, de rejet par la population. En fait, cette boîte, c'est un actif qui est très fort à court terme, mais qui va s'effondrer à moyen terme. Et donc, faut pas raisonner comme ça. Faut raisonner en se disant, quel actif est sûr, en fait? Quel actif est serein pour moi? Quel actif est limite juste évident, parce qu'en fait, le monde va vers ça et peu importe ce qui va se passer, il va devoir aller vers ça. Et donc, je trouve que la transition écologique, c'est typiquement ce type d'actif parce que tu te dis, on n'a pas le choix en fait. Il va falloir le faire. Il y a un moment ou un autre où il va falloir le faire. Alors ça va tanguer, peut-être ça sera moins performant au début et il y aura d'autres actifs ultra performants, mais il faut raisonner un tout petit peu long terme. Et d'ailleurs, la plupart des investisseurs te disent, en fait, n'importe quel investisseur sérieux pense long terme. Le seul truc, c'est que la structure du monde de l'investissement aujourd'hui n'est pas encore bien optimisé pour penser correctement long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut innover, il faut créer des nouveaux produits et il faut créer aussi cette culture-là parce que, en fait, on va pas changer le monde en 5 ans. C'est pas possible. Un exemple, c'est parlant, je trouve, pour ce que tu viens de dire, c'est des Orpea. Tu sais, les maisons de retraite et tout, où ils ont... ils ont fait un beau bad buzz, en fait, pendant très longtemps, c'était un actif hyper performant, etc. Et sauf qu'en fait, ils pressurisaient tout le monde et au bout d'un moment, ça casse. Et
et ça marche plus. Et peut-être que des gens qui voyaient le truc un peu plus long terme en se disant, bah voilà, on est peut-être un peu moins performant, mais on prend soin de tout le monde. Risques sociaux. Risques sociaux, ouais, exactement. Et Pour la petite anecdote, j'ai fait un truc avec Orpea une fois. J'avais fait un petit compte Instagram qui s'appelait Sagesse à l'ancienne et je mettais des témoignages de personnes âgées qui donnaient un conseil aux eux quand ils avaient 20 ans. Et ça marchait hyper bien. J'avais été contacté par le directeur marketing de Orpea et c'était quelques mois avant ce bordel. Et heureusement, j'ai dit, ouais, je peux intéresser. Voilà, c'est tout. C'était la fin de l'anecdote. Non, mais c'est clair. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, ça. C'est hyper intéressant d'aller regarder, d'aller viser plus long terme, surtout sur ces sujets d'investissement. Après, tout le monde peut-être ne peut pas viser à long terme dans son épargne. Je sais pas comment. Alors, de toute façon, quand c'était la question que tu posais tout à l'heure, quel rendement il faut viser. En fait, il ne faut pas viser un rendement. Il faut regarder ta situation personnelle, quels sont tes besoins, quels sont tes projets. Et en fonction de ça, tu construis une stratégie patrimoniale et c'est ce qu'on fait chez Goodvest. Si tu as un horizon très, très, très court terme, tu vas pas aller ouvrir une assurance vie. Tu le mets sur un livret. On a un livret qui est durable. D'abord, tu as une épargne de précaution. C'est 2-3 mois de dépenses selon ta situation. Et après, tu vas pouvoir commencer à investir en fonction de ton horizon de sortie. Et puis, nous, on a par exemple des profils qui sont plus risqués, qui sont adaptés à des personnes qui vont investir sur au minimum 5 ans, 8 ans. Et par contre, on a des profils qui sont plus défensifs. Vous voyez, il y aura une part de fonds en euros. On a un fonds en euros climat qui va être plus importante et donc moins proportionnellement de fonds actions obligataires. Pareil, là, le fonds qu'on a lancé, qu'on est en train de lancer avec Ecofi et Team for the Planet, c'est un fonds on a choisi de le faire sur des green bonds et des sustainable bonds. Donc, c'est des obligations. Donc, c'est un fonds qui est moins risqué qu'un fonds action. Okay. On s'est dit, OK, il faut être réaliste. Aujourd'hui, les Français aiment bien quand même le défensif. Si on veut aller chercher plus de c'est ça, on a quand même une grosse partie de l'assurance vie qui est sur du fonds en euros, donc qui vise des rendements qui sont pas inintéressants, mais en tout cas qui sont en ligne avec le risque qui est absent sur les fonds en euros, parce que c'est des fonds qui sont garantis en capital. Donc sur ce fonds, Goodvest, Ecofi, Team for the Planet, on va pas aller viser du 15% par an. C'est un fonds qui est obligataire, donc les obligations, elles visent 3, 4, 5%, un tout petit peu plus si on est sur du high yield. Mais donc voilà, c'est un fonds qui est la brique défensive d'une assurance vie ou d'un PER. C'est la grosse part de ce que les gens cherchent, non Oui, c'est une part significative, complètement. Puis souvent, les gens, ils laissent ça sur des livrets qui perfent pas plus. Franchement, autant faire un switch, quoi, parce que la plupart du temps, en tout cas, moi, mon expérience perso, c'est ça, c'est que tu te rends compte que laisser ça sur ton compte en banque de manière hyper traditionnelle, ça sert à pas grand-chose, quoi. Ça fait pas une grosse différence. Vous avez des objectifs ou pas ? Tu te dis... l'année prochaine, ce fonds, il va nous remplir Team for the Planet ou non ? Non, c'est pas la strat. On va pas faire peser Team for the Planet sur le fonds. C'est pour aller plus loin et pour permettre justement aux gens d'aller utiliser leur épargne, mobiliser leur épargne en plus de tous les autres outils. Okay. Nous, on trouve ça intéressant de pouvoir adresser à 360 degrés, en gros, les façons d'investir des gens, quoi. Mais clairement, c'est pas le but, c'est pas de. Alors, bien sûr, le but, c'est que le fonds il soit gros le plus possible et on a envie que les gens réalisent à quel point c'est utile d'utiliser leur épargne. Et là, on leur a concocté un truc et il y en a pas beaucoup. S'ils peuvent prendre l'outil, c'est très chouette. Mais nous, on veut pas faire vivre Team for the Planet là-dessus. Non, c'est pas l'objectif. En tout cas, le fonds va quand même bien collecter. Il va intégrer nos gestions sous mandat. Et donc, tout de suite, ça va être des dizaines de millions d'encours. Et puis, on compte bien le faire vivre, le développer et le distribuer aussi ailleurs avec des partenaires comme le Crédit Coopératif, qui est la banque qui détient Ecofi. Et donc, c'est rapidement plusieurs dizaines de millions. Et toi, effectivement, puis d'ailleurs, c'est tout le sens de ce partenariat, c'est travailler. On est plusieurs acteurs de la finance durable à s'être lancés il y a 5 ans pendant le Covid, et puis d'autres bien plus historiques. On a intérêt à faire des alliances et 1 + 1 = 3. Donc voilà, c'est le sens des choses. Mais pour te répondre, le but, c'est quand même des centaines de millions, quoi, sur le fond. Tu vois, à terme, c'est clairement l'objectif, quoi. Oui. Ouais, c'est génial. Canon. Est-ce qu'il y a justement une question de taille max ? Est-ce que tu peux te dire, tu vois, parce que... Quand on se posera cette question, le jour sera beau. Non, mais je sais pas, tu vois, il y a plein de boîtes où on se dit, quand ça a trop grossi, ça s'est dilué. Au début, souviens-toi, c'était hyper
puissant, et puis maintenant, en fait, c'est devenu un peu trop politique, il y a trop de monde, c'est trop compliqué, etc. Voilà, est-ce qu'il y a une taille max là Elle est très 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 lointaine parce qu'en fait l'objectif de Team for Planet c'est de financer 100 innovations qui peuvent être financées jusqu'à 5 millions. L'objectif que vous êtes fixé sur le long terme c'est 1 milliard. Le fonds c'est un fonds 90-10. Donc en fait si on fait le ratio 90-10 ça fait potentiellement 10 milliards. Donc bon, puis on pourra trouver d'autres choses, il y aura. Donc il n'y a pas de souci. Non, mais la question est très pertinente. Nous, il n'y a pas cet effet, en tout cas côté Team for the Planet, de si demain on prend 500 millions d'un coup, en fait, ça va changer notre façon de fonctionner. C'est la même façon de fonctionner, juste on va allouer à plus de projets avec le même suivi, la même logique, la même implication des citoyens. Et là, nous, on passe à l'international, c'est vraiment l'agenda de 2026. Okay. On va vraiment se servir des outils et du momentum qu'il y a aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des gens, mais c'est typiquement l'exemple de ce qui pourrait être une forme de pureté contre-productif selon moi. Là, on va vraiment utiliser l'IA là pour aller sur l'international parce qu'en fait, ça permet de communiquer dans toutes les langues du monde partout et de répliquer la recette qu'on a utilisée en France partout dans le monde. Et donc, typiquement, tu vois, si on arrive à augmenter le volume de projets grâce à l'international, bah, en fait, on a autant de marge pour pouvoir investir d'autant plus, quoi. Donc, je vois pas trop ce sujet tout de suite. En termes de réduction de risque, aller à l'international, c'est quand même... aussi, un vrai sujet aussi de diversification. Géographiquement, mais déjà en plus vous avez quand même pas mal de Français à l'étranger. Oui, on a 90 pays du monde où il y a déjà des actionnaires. Oui. Donc il y a déjà des écosystèmes en fait dans chacun de ces pays. Ouais, en fait, le climat il est pas en France, quoi. Ah bah non, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a vraiment des foyers qui sont extraordinairement actifs et qu'on sous-estime. Par exemple, la Pologne. Genre nous, on hallucine. La Pologne, ils sont hyper chauds. Je sais pas, ça paraît fou, quoi, tu vois. C'est des cultures plus communautaires ou communautaires, j'aime pas ce mot, mais non, mais la Pologne c'est un pays qui se développe, c'est pas un pays émergent. C'est un pays qui se développe très très fortement. Là, il y a des indicateurs qui sont sortis assez récemment sur la Pologne. Ils sont en train de rattraper la France sur pas mal d'indicateurs de développement, donc c'est pas si étonnant que ça en fait. Ouais, et puis il y a deux choses, parce que tu parlais d'aller chercher des projets ou aller chercher des investisseurs. Les deux. Nous, on aimerait bien atteindre un jour 1 million d'actionnaires. Et tu vois, le faire dans le monde, c'est faisable. Mais nous, notre stratégie, ça a toujours été de dire, là, par exemple, pour l'international, on va pas du tout fonctionner comme une start-up normale qui dit, bah, j'ouvre des bureaux, je recrute des gens, je vais sur place, machin. Nous, on étudie tous les foyers qui sont plus ou moins actifs dans le monde et on va donner à tous ces foyers en même temps le même type de contenu, le même type de plan d'action. On va les mettre dans les mêmes types d'opérations à l'échelle internationale et on va étudier quel foyer démarre. Et les foyers qui démarrent, on va renforcer. Et donc, du coup, tu vois, on sait pas trop, en fait. Mais c'est toujours ce qui a marché avec Team for the Planet. Tu as des trucs qui démarrent et nous, on appelle ça la stratégie du pot de miel. On fonctionne plus comme ça. Inspiré du vivant un peu, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est génial, c'est que là, on est quand même en train de vivre la tour de Babel, quoi. Enfin, vraiment, là, littéralement, on peut faire collaborer des gens qui parlent mandarin avec des gens qui parlent français. Ils peuvent monter une équipe pour ensemble atteindre 10 000 actionnaires à tel endroit, tu vois. Et ça marche. Donc, c'est assez fou ce qui se passe. Et je pense que c'est justement le moment de se donner des vraies ambitions aussi pour la transition écologique. Et tu as des projets qui peuvent être plus parlants à certains endroits qu'à d'autres. Enfin, ouais, complètement. Plus concret. Cool Roof en Afrique, par exemple, c'est infiniment plus efficace. Donc, on peint les toits en blanc, tu sais, pour refléter le rayonnement et baisser de 40% la clim. Bah, ça a beaucoup plus de chances d'exploser en Afrique qu'en France, quoi. Oui, voilà. J'avais creusé Léviathan par exemple, avec la clim sans... c'est pas que de la clim, je précise, c'est de la production de froid. C'est très important parce que la clim, c'est une partie de la production de froid, mais elle est assez minime en fait, parce que par exemple, tu as tout ce qui est médical qu'on utilise énormément et l'alimentaire, c'est colossal. Et en fait, c'est pas forcément que de la clim. Par exemple, c'est du froid positif, nous. Ouais. Il y avait ça dans des usines de Doliprane. Ouais, complètement. Bah, il y a, tu vois, avec Citral, avec les trucs de tram et autres, ils refroidissent par exemple Ariane Space utilise Léviathan Dynamics, parce qu'ils refroidissent des endroits. Voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est des endroits qui sont plus pas mal. Voilà, c'est le genre de projet où forcément ça va répondre différemment selon les pays dans le monde. Et Goodvest, le côté international. Bon, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne en France à décarboner, donc on va s'occuper de ça. On y pense, mais on pense qu'on va se concentrer sur la France, atteindre une taille critique en France. Bien, parce que quand je parlais tout à l'heure de la dilution de l'impact avec la taille, je pense que c'est surtout des questions aussi de taille après d'équipe, etc. Et il ne faut pas aller trop vite sur... créer une boîte, tu te retrouves d'un seul coup avec 4 bureaux de 50 personnes ou 100 personnes. Là, ça commence à être plus... C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a un enjeu de rentabilité qu'on veut atteindre assez rapidement. Il y a aussi un enjeu juridique, d'enveloppe fiscale. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale française.
Pareil pour le plan d'épargne retraite, on peut pas. C'est un sujet qu'on a en Europe, hein, c'est que les lois ne sont pas vraiment uniformes sur le plan fiscal. Hein, chaque pays a sa Bien fiscalité. sûr, ouais. Donc c'est assez Hyper compliqué. compliqué. C'est assez compliqué à scaler. Sûrement que dans quelques années, on lancera peut-être un deuxième et un troisième pays. Mais pour l'instant, on se concentre sur le marché français. Aller chercher 1 milliard investi de manière durable en France. Et après, on regardera C'est ailleurs. déjà des énormes Sachant chiffres. que la France, je crois que c'est en termes d'épargne, on est quand même par citoyen, c'est C'est monstrueux, énorme. non? Je sais même pas si on n'est pas les premiers dans C'est le monde, le non? premier marché dans l'Union européenne. Ouais. Et même si on sort uniquement de l'épargne, en fait, le troisième pays où il y a le plus de millionnaires dans le monde, c'est la France. Hmm, Après les États-Unis et la Chine. Donc c'est pas un petit marché en fait. bien C'est sûr. un marché sur la gestion de patrimoine où si ce patrimoine-là est investi de manière durable, ça peut avoir un vrai impact mondial sur la transition écologique. Ouais, bien sûr. Mais je comprends en tout cas que ça soit pas vu de la même manière pour vos deux projets parce que Oui. toi, tu vas devoir aller creuser toutes les solutions d'épargne différentes pour créer des modèles qui soient suffisamment safe pour tout le monde, etc. Quand tu vas travailler sur des projets spécifiques dans lesquels tu vas investir, tu as beaucoup plus intérêt à aller chercher le plus largement, d'aller trouver des marchés un peu partout, etc. C'est très différent quand même. Oui, et puis nous, on a une ouverture licence libre depuis le début sur les projets, donc ça veut dire qu'ils peuvent être répliqués partout dans le Un peu monde avec partout, des ouais. licences. Enfin, on a vraiment cette logique et cette vision monde tout de suite. Mais c'est pas la même approche. Par contre, l'impact mondial, dans les deux cas, il est stratégique et je pense que c'est pour ça qu'on se complète aussi bien, tu vois. Mais c'est fou, c'est nouveau. Parce qu'il y avait le crédit coopératif, la nef, historiquement. Mais là, toutes ces nouvelles innovations sur l'impact écologique, social, sur l'épargne et sur la finance, depuis le Covid à peu près, C'est clair. c'est beaucoup, quoi. Hein. Là, j'ai jamais vu passer Oui, il y a d'études ou de beaucoup, je pense qu'il y a chiffres. beaucoup de boîtes qui se sont créées déjà pendant le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris du recul. Il y a une accélération de la transition écologique. Et puis je pense que même si effectivement la nef et le crédit coopératif font très bien leur boulot, il y avait quand même besoin d'une nouvelle dynamique Ouais. pour embarquer la nouvelle génération. C'est sûr. Et puis c'est encore plus beau que ces deux générations différentes travaillent ensemble, quoi. Non, puis encore une fois, je crois que vraiment, il y a une prise de conscience du fait que si on veut vraiment changer les choses, vraiment, en fait, ça passe quand même vraiment par l'argent, par les institutions financières qui aujourd'hui run the world, hein, vraiment. Enfin, tu vois, donc Bien tu as sûr. vraiment besoin d'aller toucher à ça. Et je crois que les gens commencent à conscientiser beaucoup ça, quoi. Alors que avant, tu avais quand même beaucoup ce truc de on change notre comportement, il faut le faire et c'est essentiel. Mais vraiment, si tu changes ton comportement et que la finance change rien, ça va te ramener à des comportements même, parce qu'ils vont dépenser des milliers de milliards dans de la pub avec des institutions peu scrupuleuses, et ça va remettre nos comportements dans le mauvais sens. Donc ça, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Et ça, parce que De la terre. le nerf de la campagne. c'est le nerf de la notre terre. campagne métro actuellement, le nerf de la terre. C'est vrai? Ouais. Énorme. Parce que j'avais aussi un sujet que on n'a pas abordé là, mais qui est la notion des KPIs d'impact qu'on prend. Parce qu'il y a un fond de moi qui se dit, en fait, on a toujours besoin de mesurer des choses, parce qu'on a besoin de mesurer pour dans la finance et tout. C'est clair. Mais la réalité, c'est que tout se mesure pas facilement et que le monde qu'on veut construire, si ça se trouve, c'est pas avec les KPI qui nous arrangent en ce moment et qui sont les plus simples et les plus pertinents qu'il faut travailler, quoi. Ça vous inspire quoi, ça? Je pense que déjà, il faut effectivement ne pas uniquement parler de KPI. On l'a beaucoup fait avec l'accord de Paris, la température, etc. Mais il faut montrer du concret. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques temps en allant filmer des projets. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire avec ce fonds. C'est d'aller filmer les innovations de Team for the Planet. Et pour vraiment donner du concret aux épargnants. Voilà, ton argent a financé, a permis telle histoire. Nous, on l'a fait aussi en allant filmer des forêts, puisqu'on finance des forêts avec Goodvest. Et voilà, très concrètement, ton argent, il permet de préserver la biodiversité de cette forêt. On a toujours besoin d'aller mettre des chiffres concret. Partout, mais en fait, t'as pas forcément montrer besoin. des images. Non, mais voilà, parfois, juste te dire, voilà, cette forêt-là, voilà. Tu peux t'arrêter là, tu vois. Tu peux te balader dedans. Tu vois, alors elle fait 860 000 m², chaque arbre mesure tant, il capte tant de CO2, etc. Il y a tant d'espèces. Non, mais en fait, après, il y a quand même, c'est Peter Drucker, le père du management moderne, qui disait You can't manage what you can't measure, tu vois. Et on a quand même ce besoin de mesurer. Mais par contre, là où tu as raison, c'est qu'il faut diversifier nos indicateurs, mais pas tomber dans cette espèce de panoplie. En fait, moi, j'y réfléchis beaucoup ces derniers temps. Et je pense qu'on a quand même créé un indicateur centralisant qui est l'argent, parce que l'argent, donc l'indicateur financier, il embarque la confiance. Et tu vois, la confiance, c'est quelque chose qui repose sur un million de petits indicateurs. Et on a
tendance à oublier que l'argent embarque beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que j'y réfléchis beaucoup en ce moment, parce que, par exemple, sur les services écosystémiques, on sait mesurer une valeur de service écosystémique de référence. Donc, on sait par exemple qu'un arbre, idéalement, chaque année, il dépollue tant de sol, il filtre tant d'eau, il produit tant d'oxygène, etc., etc. Et tout ça mis bout à bout, on sait dire, ça vaut 10 000 € de service écosystémique par an. Et donc, on sait le ramener à un indicateur simple et unique qui permet la collaboration à grande échelle pour les humains, tu vois. Et donc, trop s'éparpiller dans les indicateurs, et je suis le premier partisan de ça. On a co-créé le dividende climat, on a beaucoup travaillé à ça, mais je ne sais pas à quel point c'est la strate gagnante à la fin. VS, intégrer que dans l'indicateur financier, en fait, il y a la confiance. Et faire changer... La confiance, c'est hyper important. Mais en fait, faire changer les axes qui créent la confiance, c'est peut-être plus efficace qu'essayer de changer l'indicateur, tu vois. Et donc, moi, je suis beaucoup sur ces réflexions en ce moment. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un truc qui m'interroge beaucoup. Par exemple, quand on parle de biodiversité, le sujet de biodiversité, c'est en effet, comme tu dis, il faut mesurer. Donc, et c'est bien de trouver des indicateurs, mais en fait, on voit que c'est quand même pas simple de les trouver, pas simple de vérifier que les chiffres sont les bons, que du coup l'impact qu'on a il est le bon, etc. Alors que tu peux aussi avoir une structure dans laquelle tu as confiance. Tu dis voilà, là il y a des scientifiques, le truc il est carré, la méthodologie elle est carrée, etc. Je lui fais confiance. Ils vont prendre les bonnes décisions pour soutenir la biodiversité parce qu'ils savent ce qui est bon pour la biodiversité, et on va financer ça sans forcément avoir besoin de... Totalement. Après, c'est vrai que si tu veux, on a analysé des milliers de fonds, et chacun de ces fonds est composé de une dizaine d'entreprises. Tu es obligé de faire les deux. Et de prendre en compte, parce que sinon tu peux pas. Confiance n'exclut pas contrôle. Comment est-ce que je fais un fonds après derrière? Moi, je vais me faire taper par Reclaim Finance si j'ai trop confiance. Non, mais il faut analyser. Mais évidemment, non, mais attends, là c'est un peu trop philosophique parce que la réalité c'est que c'est pas trop applicable. Mais moi, parfois, ça me fait un peu peur parce que tu te dis, en fait, on est en train d'essayer d'inventer un nouveau monde avec des yeux, avec des lunettes de 5 mm, parce qu'en fait, on ne regarde que certains paramètres. Non, mais ça, c'est clair. Et d'ailleurs, Timothée Paric le défend carrément. Lui, c'est en analogie, c'est de dire on pilote un avion avec un bouton, c'est le PIB. Moi, je monte pas dans un avion piloté par un bouton, tu vois. Et du coup, on est d'accord qu'il faut d'autres paramètres, mais le truc où ça devient illisible et très complexe, ça nous sert pas non plus, parce que comme on le disait au début, pour que les gens aillent adhérer, il faut aussi que ça soit quand même relativement simple. Donc, c'est pas évident, mais il faut trouver, je pense, justement la bonne façon de le faire. Et c'est pour ça que je pense l'indicateur financier, tout n'est pas acheté non plus. Et je me demande si c'est vraiment sur cet indicateur qu'il faut travailler, parce qu'on a frappé la première pièce en moins 600. On a quand même structuré toute la civilisation humaine autour de cette... Ça nous crée toute notre façon d'habiter le monde, toute notre coopération à l'échelle mondiale, la façon dont on alloue la force de travail de l'humanité, elle est liée à l'argent. Ça va pas être facile de changer ça. Et on n'a pas beaucoup de temps non plus. Et donc, moi, je me demande s'il faut pas embarquer dans l'argent une dynamique qui puisse permettre justement de créer de la confiance à des endroits et pas à d'autres. C'est un peu théorique dit comme ça, mais j'ai réfléchi beaucoup. Et par exemple, vous aviez beaucoup réfléchi à ça, parce qu'il y avait le dividende climat. Énormément. Moi, j'y réfléchis tout le temps. Et tu vois, même aujourd'hui, sur les services écosystémiques, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu peux très bien dire on a une valeur écosystémique de référence sur Terre. En fait, aujourd'hui, on sait faire ça. C'est assez dingue, mais l'ONU a pondu une méthode qui permet de dire, je peux calculer la valeur des services écosystémiques chaque année. Donc, combien les travaux des écosystèmes rapportent concrètement pour la civilisation humaine et pour le maintien de la stabilité planétaire. Et donc ça, on sait par exemple qu'aujourd'hui, on est à 170 000 milliards de travaux écosystémiques annuels. C'est un indicateur qui existe aujourd'hui. Ouais, et on est resté en argent. Tu vois, et on sait que, par exemple, la valeur écosystémique de référence, elle serait plutôt autour de 250 000 milliards. Si tu es à 250 000 milliards, la planète va pas, on va pas faire s'effondrer tous les points de bascule et autres. Et tu vois, on est resté sur l'argent. Donc c'est ça que je trouve, en tout cas, à minimum intéressant à creuser, parce que je pense que l'argent, faut pas non plus... oui, il faut l'adosser à d'autres indicateurs, et c'est très bien. Le dividende climat, c'est super, et je pense qu'il faut continuer de le développer. Mais on voit aussi que quand ça rentre pas dans une logique d'argent sonnant et trébuchant, en fait, les grandes puissances financières, elles disent... on perd beaucoup de monde. Ouais, exactement. Ouais, puis elles disent, on s'en tape. Moi, ça rentre pas dans mon bilan. C'est des personnes morales qui gouvernent ce monde. C'est pas des personnes physiques. C'est comme ça, voilà, on a fait ce choix, on s'est organisé comme ça, les humains. Mais les personnes morales, elles ont pas de bon sens. Elles vont pas dire, oula, on a détruit des espèces parce que dans le rapport RSE, il y a moins X espèces. Ça marche pas. Elles vont piloter avec un Excel, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut le penser un peu plus avec les grands outils du monde, parce que sinon, on va peut-être mettre 200 ans, quoi. Et on n'a pas trop 200 ans. Toi, il y avait biodiversité, c'est quoi? Il y avait un indicateur, c'était... MSA km². MSA au kilomètre carré. Donc ouais, c'est assez compliqué comme indicateur. C'est plus compliqué que le climat en plus, la biodiversité. Mais en fait, tu vas regarder la préservation. En fait, sur la biodiversité, c'est
à quel point tu as un impact qui est moins négatif. C'est combien d'espèces tu vas préserver, quelle surface terrestre, marine tu vas préserver. Et donc nous, on a été les premiers dans l'épargne à intégrer les critères de biodiversité. Et donc on va regarder les fonds qu'on a sélectionnés en portefeuille, à quel point ils affectent moins la biodiversité que leur fonds benchmark. Donc c'est un fonds qui a la même typologie d'exposition géographique, sectorielle, etc. Passionnant. Franchement, on pourrait creuser ça de manière. Enfin, moi, ça me passionne. On s'est pris la tête quand on a lancé ça. Non, mais ça me passionne trop. Tu vois, d'essayer de comprendre comment, en effet, on peut redéfinir le. En fait, quand tu dessines un peu le monde que tu veux, et ça, c'est quelque chose qu'on sait tous faire et qu'on aime tous faire, et même, tu vois, avec je sais pas, plus de liens, plus d'intergénérationnel, tu peux mettre d'autres choses que la partie purement écologique, et que tu te dis, ok, maintenant, on doit rediriger du capital. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur dans cette histoire? Hyper compliqué, mais passionnant, quoi. Trop bien. Peut-être une dernière question, ce serait est-ce que vous avez vu des projets, enfin, qu'est-ce que vous avez vu récemment qui vous a particulièrement inspiré comme projet, que ça soit sur ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire sur la partie rediriger, enfin, finance, etc., ou alors même juste un projet, parce que vous voyez des projets tout le temps passer autour de vous, qui vous a particulièrement fasciné? Bon, si tu veux, j'attaque. Vas-y. Moi, je suis membre du comité de soutien de Lumnia, qui est sur l'entreprise régénérative, justement. Donc, comment travailler les modèles d'affaires, donc en profondeur, vraiment la façon dont tu fais du business pour que ce soit plus extractiviste et dégradant, mais au contraire régénératif. Et c'est hyper intéressant. Et justement, on a eu pas mal de discussions avec eux et on travaille sur plusieurs choses avec eux. Et franchement, c'est vraiment le truc qui m'a le plus intrigué ces dernières années, parce que tu arrives à faire switcher tout l'incentive des gens qui bossent dans l'entreprise, l'incentive des actionnaires, etc., de extractif à régénératif, mais sans changer la plupart des codes culturels dominants, la logique de rapport de force, la mécanique, tu vois, tout ce que le monde va mettre du temps à changer. Pas la croissance nécessairement, pour le coup, mais en fait, tout ce que le monde va mettre beaucoup de temps à changer, qui passe par l'éducation, qui passe... En fait, tu le hacks, tu vois. Et il y a un raccourci qui te fait passer de... juste en switchant les mécaniques du modèle d'affaires et du modèle économique, ta boîte devient vertueuse. Ouais. Alors, c'est pas magique, c'est pas systématique, mais putain, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment passionnant, je suis d'accord. Trop bien. Alors, moi, écoute, j'en ai beaucoup. Je dirais que quelque chose qui m'a marqué, j'en parlais un peu tout à l'heure, on essaie d'amener vraiment du concret. Et donc, c'est le dernier tournage qu'on a fait avec le Média Positif, où on est allé en forêt dans les Yvelines, avec un garde forestier. Qui est quel beau métier, une forêt qui est financée. Il était passionné et c'est assez incroyable de se dire qu'en fait son épargne, son assurance vie, truc très financier, digital, où on comprend pas forcément ce qu'il y a dedans, en fait ça peut financer quelque chose de très concret si on le décide. Ouais. Et qui a un impact hyper important, parce que voilà, la forêt c'est quand même un peu la base de la nature, donc voilà. Ça parle énormément. Magnifique. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir été merci à toi. Dans ce podcast du Plongeoir. Filez tous chercher votre petit contrat Team for the Planet, Goodvest et Coffee. Et voilà, et on continuera de suivre les innovations. Je pense qu'il y en aura encore plein, j'espère. C'est sûr. Bah oui. Entre vous deux et avec plein d'autres acteurs. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Salut. Salut.